Grand 1. La conception personnelle du pouvoir. Clovis et son père ont la particularité d'avoir porté des titres romains comme Rex, qui signifie roi. À partir de 511, les rois mérovingiens vont porter le titre de Rex Francorum, roi des Francs. La conception du pouvoir franc est particulière puisqu'elle repose sur l'idée que ce pouvoir appartient au patrimoine privé du roi. Le pouvoir des rois francs repose donc sur deux idées phares, le bien personnel et le caractère patrimonial de la royauté. Grand A, le bien personnel. Ce pouvoir royal franc repose sur des liens de fidélité personnelle qui présentent trois caractères principaux qui illustrent ces traits. Tout d'abord, le pouvoir royal franc n'est pas institué. Ce pouvoir dépend donc de l'autorité du roi en place. Si le roi est faible, le pouvoir royal l'est également, et inversement. Ensuite, l'allégeance faite au roi est personnelle. Elle n'est pas faite à l'encontre d'une institution, mais bien d'un homme. Il n'y a donc pas d'institution supérieure. Ce lien personnel est matérialisé par le Lede Samio. Il s'agit d'un serment de fidélité prêté au roi par les grands du royaume, c'est-à-dire par l'aristocratie franque et gallo-romaine. Ceux qui s'engagent par serment vis-à-vis du roi deviennent ses leudes, c'est-à-dire ses fidèles. Le leude est tenu par le serment prêté au roi. Il se doit de ne pas lui nuire, il doit lui obéir, et il se doit de le suivre à la guerre et au combat. Enfin, le pouvoir royal chez les Francs repose sur des qualités personnelles qui sont fondées sur le charisme. Le roi est obéi non pas parce qu'il est roi, mais parce que le roi est cette personne qui a été désignée comme roi. La soumission ne se fait pas pour le titre, mais pour la personne royale. Le pouvoir personnel du roi repose donc en partie sur ses victoires militaires, mais aussi par un critère physique particulier, avoir les cheveux longs. Ainsi, les rois mérovingiens seront appelés les reges criniti, les rois chevelus. Grand B, le caractère patrimonial de la royauté. Tout roi mérovingien doit être acclamé, c'est-à-dire élu par les grands du royaume. Comme nous pouvons le voir sur cette image, une fois acclamé, le roi est tissé sur le pavois, une sorte de bouclier. La dynastie mérovingienne développe l'idée selon laquelle le pouvoir royal se transmet de façon patrimoniale. Le royaume est donc la chose privée du roi, la res privata, par opposition à la res publica. La transmission du royaume est réglée par le droit privé de la succession. On assimile le pouvoir royal au cas des alleux, qui sont des terres possédées en toute propriété par une famille à titre héréditaire. Or, la loi salique, la loi des Francs, précise que les alleux sont transmis de mâle à égalité entre les descendants. Ainsi, le pouvoir royal est transmis de la même façon. Lorsque Clovis meurt en 511, le Regnum Francorum est divisé entre ses 4 fils. On passe alors d'un seul royaume à 4, dans lesquels chaque héritier récupère le titre de roi des Francs, sans qu'il n'y ait de hiérarchie entre eux. En conséquence, le royaume des Francs est en perpétuelle guerre civile entre les différents rois. Néanmoins, malgré les partages successoraux, la conception unitaire du royaume est maintenue, car il y a toujours un roi qui parvient à réunifier le royaume par la force. Grand 2, une conception du pouvoir imprégnée de l'héritage romain et chrétien. Grand A, l'héritage romain. Les rois francs gouvernent un territoire composé majoritairement de sujets gallo-romains, auxquels ils doivent paraître légitimes. Pour assurer le pouvoir politique, les rois francs vont reprendre principalement 3 concepts romains. Tout d'abord, les francs réutiliseront le vocabulaire romain dans les différents titres qu'ils s'attribuent. Par cette action, les rois francs se considèrent toujours comme les défenseurs de la romanité, ou romanitas. Pour cela, ils insistent sur le contenu de leurs prérogatives en recourant au terme romain, comme le titre de Rex, ou encore de Regnum Francorum. Ensuite, puisque la notion de res publica n'existe pas, on retrouve dans les textes des rois mérovingiens des formules qui traduisent l'idée suivante. La mission du roi a pour finalité la satisfaction du bien commun. On retrouve la necessitas du peuple, l'utilitas du peuple, le regnum et la patria. Ces mots font implicitement référence à la notion de res publica. Enfin, le roi est lui aussi soumis à la loi. Ce principe est repris de l'héritage romain. Une telle conception de la légalité impose la soumission de tous les actes de gouvernement et de justice à la loi. Le roi a donc une fonction de conservation de la loi ancienne qu'il doit faire respecter. Grand B, l'héritage chrétien. Dans l'Empire romain, l'Église occupait une place de choix. Les évêques ont pris la place des fonctionnaires quand l'Empire a commencé à faiblir. Ils sont devenus les seuls détenteurs d'une autorité morale, politique et économique. Clovis va comprendre immédiatement qu'il lui faut l'appui de l'Église. Cette prise de conscience est une nouvelle fois une manifestation de son sens politique. À cette époque, dans la plupart des territoires barbares,
les chrétiens romains sont persécutés ou bien mis à l'écart, ce qui fait que l'Église chrétienne romaine n'accorde aucun soutien à ces chefs barbares. Le coup de génie de Clovis, c'est de se convertir. Ainsi, il se fait baptiser à Reims en 496 par l'évêque Rémi, après sa révélation à la bataille de Tolbiac. Cette conversion emporte deux conséquences. Tout d'abord, les populations du sud de la Gaule, qui sont plutôt partisanes du christianisme romain, vont se rallier à Clovis. Ces populations chrétiennes étaient gallo-romaines. Clovis va alors, par sa conversion, imposer son autorité et son prestige à ces populations gallo-romaines qui étaient alors bien plus nombreuses que les populations franques. Enfin, l'épiscopat de Gaule et la papauté vont accorder un soutien politique total à Clovis. Ce ralliement des institutions de l'Église marque le début d'une relation privilégiée entre le pouvoir royal et le Saint-Siège. En conclusion, l'Église chrétienne romaine offre l'avantage de présenter un meilleur fondement au pouvoir mérovingien. Cette monarchie est dès le départ une monarchie chrétienne. La conversion de Clovis au christianisme s'est accompagnée de l'ensemble de ses guerriers. Cette conversion est donc la preuve éclatante de la compétence du pouvoir franc à rallier les populations gallo-romaines et la papauté. Désormais, Clovis et ses successeurs ont le devoir de protéger l'Église. Je vous remercie de votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook dont le lien se trouve en description. De plus, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas non plus à la poster en commentaire.